Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales et régionales. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Des doutes encore mais une perspective, c'est dans 15 jours environ que le déconfinement débutera en France. Dans le sud-ouest, cafés et restaurants se préparent déjà, comme l'a constaté sur place la chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. La patrouille de France, des Rafales et autres avions militaires au-dessus de l'île de Beauté. Une base aérienne corse a été l'hôte pendant plusieurs jours d'équipage, venu s'entraîner dans des conditions idéales, des images époustouflantes de nos partenaires de Via Télé Paese sur place. Une belle histoire aussi dans ce grand JT des territoires, celle d'un athlète amputé qui s'est relevé grâce à la boxe et qui vise désormais les Jeux Olympiques à bord d'une pirogue. Rencontre pleine de courage avec les rédactions de Via Vosges. Enfin, direction Tahiti, en fin de journal, c'est là que vit Pierre Cosso, l'ancien acteur, idole du film La Boum 2 et partenaire fiancé de Sophie Marceau. Aujourd'hui, il est chanteur. Son nouveau clip « Ainsi va la vie », une chanson pleine de vie et de bonne humeur, nous dira-t-il, que nous découvrirons en fin de journal. On débute ce journal avec ces quelques semaines encore à tenir avant les premières réouvertures. Le déconfinement des terrasses pour les restaurants et les cafés est prévu pour la mi-mai selon les engagements du gouvernement. Sans attendre l'autorisation tant espérée depuis 6 mois, certains professionnels se préparent déjà. Les beaux jours arrivent et l'impatience se fait sentir sur le littoral aquitain où de nombreux passants profitent du soleil. Reportage à Lacanau de Baptiste Mouget pour la chaîne du groupe Sud-Ouest TV7. Un air de vacances plane aujourd'hui en bord de mer où surfeurs et passants profitent du soleil. Seul regret pour eux aujourd'hui, l'absence de terrasse. On a tous envie de faire autre chose que de manger sur nos genoux les plats qui sont emportés. Et puis de pouvoir boire un verre le soir, ça pourrait être pas mal. Ouais. Nous, personnes âgées, ça nous manque parce que c'est un lieu de rendez-vous avec les amis. Ce restaurant de plage propose des consommations à emporter, mais son patron n'a qu'une hâte, pouvoir servir ses clients assis à table. Il faut que les lieux soient tenus propres et de toute façon, on se prépare à une réouverture dès que possible. Avec les restrictions sanitaires, le manque à gagner est conséquent pour les commerces. Au mois d'avril, en temps normal, les campings et hôtels sont remplis à 50% de leur capacité. C'est ça qui manque. On a aussi une fréquentation de proximité en provenance de Bordeaux Métropole, où ce sont des personnes qui viennent à la journée ou sur un week-end ou des plus longs week-ends et qui consomment beaucoup effectivement dans les stations. Aujourd'hui, ça nous réjouit le cœur de voir un peu de monde, mais dans le centre-ville et dans nos commerces fermés, ça nous fend le cœur. En attendant la levée des restrictions, les habitants de Lacanau qui profitent de la vue assis peuvent se sentir privilégiés. Et puis toujours du côté de Bordeaux, cette information de nos confrères de Radio Territoria. Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts en charge notamment du logement, a annoncé la diminution du nombre de constructions neuves chaque année dans la ville. Bordeaux passera notamment de 4000 logements neufs à 3000 dans des opérations d'aménagement. Écoutez à ce propos l'élu bordelais. Jusqu'à présent, on avait à peu près 4000 logements neufs dans tout Bordeaux chaque année. Une grosse partie qui est sur les opérations d'aménagement et le reste dans le diffus. Là, l'objectif, c'est de se contenir à 3000 logements neufs dans les opérations d'aménagement et entre 5 et 700 dans les opérations de diffus. Donc, on diminue la construction de logements, mais qui reste largement en adéquation avec le besoin de logement. Donc, on est vraiment sur cet objectif de diminution, mais raisonnable et raisonné. L'actualité cette semaine, c'est aussi le retour sur les bancs de l'école des plus jeunes. Une rentrée après 3 semaines d'arrêt marquée par un protocole sanitaire très strict, entre masques et tests salivaires. Regardez ce reportage près de Cholet de Frédéric Lamy pour la chaîne locale TLC. C'était une rentrée des classes presque classique dans cette école de la Séguinière. Presque, oui, si l'obligation de porter le masque est aujourd'hui totalement intégrée par les enfants, une nouveauté de taille est venue renforcer le protocole sanitaire. Le changement, c'est qu'à partir d'un cas, on ferme tout de suite la classe. Comme le soulignait le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il y aura donc nécessairement un nombre non négligeable de fermetures. De son côté, le Premier ministre Jean Castex affirmait que 400 000 tests salivaires allaient être déployés dans les écoles élémentaires, avec une concentration de ce dispositif dans les départements où l'incidence est la plus élevée.
À la Séguinière ce matin, quasiment tous les enfants étaient présents pour cette rentrée. Seule une poignée était absente, soit des jeunes diagnostiqués positifs pendant les vacances, soit des écoliers en attente de résultats. Quoi qu'il en soit, la machine scolaire s'est remise en route pour une longue période de 10 semaines et demie jusqu'au mardi 6 juillet. De quoi inquiéter les enseignants qui savent que cette dernière ligne droite sera difficile. D'abord, les apprentissages sont très importants. C'est le 3e trimestre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les passages à la classe supérieure, le passage au collège, moi, pour mes élèves. Et donc, on est un petit peu inquiets. Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Enfin, le protocole reste inchangé concernant les cantines. Ces dernières restent ouvertes tout en conservant un dispositif strict, évitant au maximum les brassages. Mais même avec ces précautions, elles demeurent une équation difficile à résoudre. Et avec le retour en présentiel des écoliers, les établissements font face à la problématique de la propagation du virus. Comment limiter les contaminations, notamment au moment du repas? Dans les collèges et lycées martiniquais, la fermeture des réfectoires a été préconisée par le rectorat. Mais le défi n'est pas toujours facile à réaliser. C'est pour les aider que la mission cantine a été créée. Un représentant de la préfecture et un du rectorat accompagnent les établissements pour faciliter l'application du protocole depuis le début de la semaine. Propos recueillis par Johan Boulard et Yvan Lemar de la rédaction de VIA ATV Martinique sur place. Par rapport à la demi-jauge, on a quand même moins d'élèves. Donc on vérifie la capacité de la restauration. On vérifie également l'aération. Le service, comment est-il fait, c'est-à-dire pour éviter que les élèves touchent différentes choses. Donc là, on est là dans le but d'accompagner les chefs d'établissement par rapport à cette problématique. Dans ce grand JT des territoires, zoom à présent sur une initiative positive. Elle nous vient aujourd'hui d'Auvers-sur-Oise, en Île-de-France, où une supérette a décidé de soutenir les restaurateurs locaux en leur proposant un espace de vente dédié dans ses rayons. Michael Joly pour VIA 95, regardez. Dans cette supérette du centre-ville d'Auvers-sur-Oise, tous les jours, en fin de matinée, un rayon attire bon nombre de clients. À l'approche de la pause déjeuner, ils viennent choisir un plat à emporter. C'est quoi le menu du coup ce midi? Alors il y a du sauté de porc caramel aux pommes grenailles et de la brioche fourrée au chocolat. Ces plats sont fabriqués par plusieurs restaurateurs de la ville. Pour un plat du jour, il faut compter entre 5 et 10 euros. Et le concept séduit les clients. C'est une initiative qui est super pour des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps de faire à manger, qui arrivent le soir. Je trouve que c'est pas mal. Et aussi peut-être pour des personnes un peu âgées, qui n'ont pas toujours envie de se faire à manger. Une initiative lancée fin janvier par la supérette, qui par solidarité avec les restaurateurs, propose les plats sans aucune marge. C'est un client qui m'a soumis l'idée, qui lui-même avait vu un reportage d'un magasin qui faisait ça dans le Puy-de-Dôme. Du coup, voilà, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner sur Auvers. J'ai mis un post sur les groupes Facebook de la ville et les restaurateurs ont tout de suite répondu présent. Parmi les 3 restaurants qui ont répondu présent, le Café de la Paix. Ce matin-là, le gérant termine la mise en barquette des plats qui seront vendus sur place et dans la supérette. Avec ces 2 modes de vente, il en écoule entre 1500 et 1600 par mois. On diffuse à peu près 70 à 100 plats par semaine à travers ce carrefour. On fonctionne très bien par ailleurs, mais néanmoins c'est un petit plus dont on est content. Il y a environ un quart des barquettes qui partent par ce filon, par cette filière, et nous on fait les 3 quarts en vente directe ici. La supérette d'Auvers-sur-Oise n'exclut pas de poursuivre la vente des plats des restaurants après leur réouverture. Dans son appartement, dans le jardin ou chez ses parents, les possibilités sont nombreuses quand il faut travailler ailleurs qu'au bureau, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, et certains privilégiés ont eu la chance de pouvoir s'installer pour quelques jours ou quelques mois sur des îles au large des côtes françaises. À Groix, au sud de Lorient, ils sont quelques dizaines à avoir pris le bateau avec leur ordinateur. Un sujet de Xavier Patrijon pour la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Après l'expérience des premiers confinements et ceux d'aujourd'hui, ils sont quelques-uns à avoir choisi les îles comme cadre de travail en cohabitation apaisée avec les résidents permanents. Il faut replacer ça dans son contexte, il y avait une psychose aussi, et puis il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu la foule à venir, il faut être sérieux. Alors certains comme Marie profitent de la maison familiale. Je sais que j'ai le grand air, je sais qu'il peut faire souvent beau et ça permet de respirer, je peux aller faire du vélo le matin avant d'aller travailler.
Elle évolue dans le milieu du soutien scolaire, lui aussi en train de s'adapter aux outils digitaux. Un monde ultra connecté que Ronan a quant à lui voulu éviter en louant cette petite maison pour quelques mois. Il n'y avait pas de télé, pas d'internet, pas de téléphone. J'adore mon métier de professeur avec les élèves, mais le fait là, quand je suis revenu d'un tour d'Europe, de me retrouver avec tous les élèves, avec tous les masques, et j'ai préféré là, me couper quelques temps. Un cadre privilégié pour travailler tout en s'évadant un peu. Ça fait un an, c'était un peu embêtant quand même de rester dans son petit appart parisien. Donc comme j'avais un ami qui habite sur l'île de Groix, il m'a proposé de venir ici. Le débit est en effet plus limité que dans les grandes villes, rendant compliqué la visioconférence notamment. La fibre optique a du retard et devrait être installée d'ici la fin de l'année. Mais cela n'arrête pas l'évolution du télétravail, en donnant même des envies d'installation plus longues. Les gens qui sont venus au départ et puis qui ont trouvé que la vie était sans doute plus facile, ces gens-là ils consomment aussi et ils laissent de l'argent dans les magasins de Lille, donc quand ils sont ouverts au moins, ce qui n'est pas le cas actuellement. En attendant un retour presque à la normale, on profite du grand air et du soleil entre deux mails. Nous vous en parlions la semaine passée, les participants à l'expérience Deep Time dans l'Ariège sont sortis de leur isolement après 42 jours passés à plusieurs mètres sous terre dans une grotte. Cette aventure doit permettre d'étudier l'adaptation de l'être humain au manque de lumière naturelle et à la perte de repères temporels. La Dépêche du Midi, nos confrères et partenaires, a pu rencontrer certains de ces aventuriers dès leur sortie. Écoutez leur réaction. J'étais avec plusieurs autres équipiers en train de jouer aux cartes. Et puis il s'est avéré que quand on les a vus arriver et qu'en fait on a réalisé que ça y est, c'était fini, ça a été un choc et j'étais plus du tout prête à sortir, c'était trop tôt. La difficulté est venue pour certaines et certains de s'affranchir de cette perpétuel aller-retour cognitif entre mais à quelle heure il est dehors et à quelle heure il est chez nous, voilà, de couper en fait avec le monde externe. Tout à fait autre chose maintenant, plus habitués à les voir batailler avec le feu, les pompiers s'occupent aussi parfois des sauvetages en mer. À Saint-Malo, ils viennent d'être équipés d'un deuxième jet ski pour surveiller les côtes dans la perspective de la prochaine saison touristique. Un sujet de Philippe Berthoud pour la chaîne TVR à Rennes. Il faudrait systématiser, monter côté bâbord et sur l'arrivée, ils font un 90 avec un lâcher-planche. Il faudrait leur redire en ligne. Les pompiers de Saint-Malo viennent de recevoir leur deuxième jet ski de reconnaissance et de sauvetage. Et cette semaine, l'heure est à la formation avec exercice de récupération de victimes en difficulté. On passe à vive allure auprès de la victime pour déposer un équipier et avoir une récupération extrêmement rapide entre deux trains de vagues. L'intérêt de ce type d'embarcation, pouvoir se rapprocher des plages, des côtes rocheuses et évoluer dans des zones exiguës. On peut virer sur place, on peut intervenir dans des trains de vagues resserrés et avoir une vitesse de sortie en zone de fuite beaucoup plus importante. Effectivement, ce type de jet dispose de 180 chevaux et permet d'atteindre les 100 km/h à pleine puissance. Ainsi, 34 sapeurs-pompiers de la spécialité sauvetage côtier seront opérationnels d'ici le début de l'été. Ils interviendront entre Saint-Briac et la baie du Mont-Saint-Michel. De la mer au vol en plein air dans ce grand JT des territoires, avec ces belles images de la base aérienne de Vantizzeri Solenzara en Corse, qui a accueilli pendant plusieurs jours différents équipages, Patrouille de France, Équipe de France de voltige ou encore Rafale. Une semaine de vol et de préparation pour les pilotes dans des conditions très particulières. En effet, au-dessus de la mer, il est plus difficile de se repérer. Explication au micro de Via Télépaésé sur place. Nous sommes tous ici présents, tous les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, pour le stage maritime. C'est un entraînement en environnement marin. L'objectif, c'est d'évoluer au-dessus de la mer avec des repères qui sont bien sûr très différents de la terre. L'objectif, c'est vraiment d'appréhender la hauteur par rapport à l'eau et les repères qui sont différents. Place à l'économie maintenant dans ce grand JT des territoires. Direction le Doubs. Avec vous Michel Picot, bonjour. Aujourd'hui nous allons découvrir l'une des dernières maisons d'horlogerie haut de gamme indépendante. Le Doubs s'est longtemps illustré dans ce domaine avec ses maisons de prestige. Aujourd'hui il en reste encore quelques-unes comme la maison Pékinier.
Bonjour Cyril, bonjour à tous. Morteau dans le Doubs qui s'est longtemps illustré par son industrie horlogère au début du XXe siècle. Mais il faut dire qu'une grande partie de nos créateurs français ont depuis traversé la frontière, direction la Suisse, pays de l'horlogerie mondiale. Mais heureusement, il reste encore quelques maisons horlogères et effectivement, je voulais vous parler de la maison Pékinier, créée par Émile Pékinier en 1973, juste avant la première faillite de la maison Lippe. Aujourd'hui, Pékinier est l'une des dernières maisons horlogères française réellement indépendante et qui a su garder la maîtrise de ses créations et de sa fabrication. L'entreprise a été reprise en 2017 par 4 anciens cadres de la maison qui ont souhaité recentrer leur collection autour de l'ADN de la marque et ils ont même créé leur propre mouvement, le fameux tic-tac d'une montre. Leur mouvement s'appelle Calibre Royal et il est le seul et unique calibre français de haute horlogerie. Depuis, le calibre initial a également vu le jour il y a un an, plus petit, moins cher et moins complexe. Il vient étoffer l'offre de la maison. Une montre contenant jusqu'à 398 pièces miniaturisées pour vous donner heure, minute, seconde, date, phase de lune, heure GMT et une réserve de marche une fois remontée de 88 heures. Pékinier est certainement la seule entreprise existante en France à concevoir, réaliser et commercialiser ses propres montres qui commence d'ailleurs à s'exporter un peu partout dans le monde. Au Japon, par exemple, cette montre avec son propre mouvement mécanique qui s'appelle normalement Calibre Royal, eh bien là-bas, on l'appelle tout simplement Jardin à la française. Merci Michel Picot. Tout à fait autre chose maintenant, direction l'Aube à présent. C'est autour de la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine que va s'établir l'unique conservatoire de France dédié exclusivement à la race de poules et de coqs gauloises saumon doré. Objectif de cette belle initiative, sauver la génétique de la race, mais aussi un pan du patrimoine français. Le coq gaulois est quand même l'emblème de notre pays. Un reportage de la rédaction de Canal 32 sur place. Les oreillons qui doivent être bien blancs, des yeux rouges orangés. Voilà, avec à la base de la queue un petit pompon blanc comme ça. Établir à Méry-sur-Seine l'unique conservatoire en France de la race gauloise saumon doré, le projet est en train d'éclore après 5 ans de travail. Ça fait 10 ans que je vois des poussins naître, ça fait quelque chose. Puis là c'est un petit peu particulier, il y a un stress en plus, se dire il faut que ça fonctionne. Pour sauvegarder le patrimoine et la génétique de la race, Damien Vidard a parcouru 4000 km et rencontré une douzaine d'éleveurs, de Quimper à Poitiers en passant par les Alpes et Dijon. Il est revenu avec 24 souches différentes et 450 œufs. On arrive sur le printemps, donc le printemps c'est les naissances, c'est les éclosions, donc on a fait venir les œufs d'un peu partout. Et oui, aujourd'hui et hier et dans les jours qui vont venir, les naissances arrivent sur le conservatoire. Après la couveuse et l'éclosoir, direction la poussinière où les poules et coqs gaulois découvrent un autre univers. Ils s'installeront ensuite quelques semaines dans ces boxes réhabilités en poulailler avant d'être exposés et étudiés dans 3 immenses volières en cours de construction. Si on a 500 petits, on ne va pas garder les 500 petits, évidemment. Nous, on va garder la génétique pour pouvoir faire de la reproduction sur les années futures. Et le reste des sujets vont être évidemment à vendre. Des personnes qui veulent, dans le futur, acquérir coqs et poules. Après, le conservatoire va chercher à diffuser un maximum la race pour qu'on puisse la retrouver facilement dans tous les départements de France. Le projet de conservatoire se fait en lien étroit avec le Conseil départemental et l'INRA, l'Institut national de recherches agronomiques. Le pari de sauver une espèce rustique et emblématique est en passe d'être gagné. Une leçon de vie et de sport dans ce grand JT des territoires. En 2003, Abel Habert était victime d'un accident de scooter. Amputé de la jambe droite, le ring lui a permis de se relever. Devenu sportif de haut niveau, il se lance un nouveau défi, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024 dans la discipline du paracanoë. Son parcours exceptionnel nous est raconté par Denis Lequien et Marie-Danielle Rogovitz pour Via Vosges. En 2003, Abel Habert était victime d'un accident de scooter. Amputé de la jambe droite, il s'est relevé au prix d'une insatiable persévérance. Il a tiré un trait sur une carrière rêvée de militaire, mais aura combattu ses démons intérieurs. Le ring a été son exutoire. Au départ, j'avais osé pousser la porte, mais un peu à l'abri des regards, donc je cachais beaucoup ma jambe. Et je boxais. Petit à petit, ça m'a permis de m'ouvrir.
J'étais dans différentes salles et puis quand je suis revenu en 2008 avec Jean-François Wust et le Galaxy Gym, il a vu que je m'occupais pas mal des jeunes. Mais il serait bien que tu encadres et que tu vois pourquoi pas un avenir professionnel. Abel devient un sportif de haut niveau, compétiteur, puis il obtient son diplôme d'entraîneur de boxe thaï. Éducateur auprès des jeunes, médiateur dans les quartiers, il fait la fierté de celui qui l'a accompagné. Quand on est un peu fatigué, ou je dis aux autres élèves quand ils viennent, ils sont un peu fatigués pour sauter à la corde, moi la seule réponse que j'ai, je dis regardez Abel. Voilà. À 34 ans, l'athlète spinalien, toujours à la force de ses bras, s'est lancé un nouveau défi sur l'eau cette fois-ci. C'est une période de course en ligne, adaptée pour le sprint. Elle mesure à peu près 7 mètres. Il y a un flotteur côté gauche, côté où j'ai plus de poids, du côté où j'ai la jambe valide. Abel a mis la barre très haut et vise les Jeux Olympiques en 2024 à Paris pour participer aux épreuves de paracanoë avec l'espoir d'une médaille. Abel est aussi repéré par le Comité paralympique et sportif français qui détecte les futurs talents. Mais il doit faire mieux que son chrono actuel de 55 secondes sur 200 mètres. Quelques efforts encore sur la glisse et la vitesse et Abel pourrait dès cet été prendre la direction des Jeux de Tokyo. Alors il pagaie sans relâche pour atteindre cet horizon en bleu. Nous partons dans le nord maintenant sur le littoral. Ce blocos ne brille plus. Entre 2014 et 2015, l'ouvrage militaire est passé de l'ombre à la lumière grâce à Bertrand Seguin, alias l'Anonyme. L'artiste l'avait habillé de milliers de morceaux de miroirs et malgré le succès public de son œuvre, il n'a plus aujourd'hui les moyens de l'entretenir seul et a décidé de le démonter. Les précisions sur place de Caroline Fichten pour la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, nos partenaires. Des milliers de morceaux de verre et des millions de coups de burin pour les faire tomber au sol. Le blocos miroir de Lefrain Cook retrouve au fil des jours son aspect originel et perd de son éclat. Pour l'artiste, il y a dans le démontage de son œuvre des sentiments mêlés. Sentiment, un peu de tristesse forcément parce que ça a été une grosse partie de ma vie. Ça fait 7 années de réflexion, ça pourrait faire penser au nom d'un film. Et voilà, bon écoutez, avec quand même la satisfaction, c'était un énorme pari, un énorme challenge. L'artiste a passé 3 mois tous les ans à entretenir son œuvre. Une subvention proposée par la région l'année dernière aurait permis de financer cet entretien, subvention qui a été refusée par la ville de Lefrain Cook. Résultat donc, l'œuvre est en cours de démontage et les promeneurs trouvent ça dommage. C'est une belle époque qui se termine et c'était tous ces reflets qui brillaient, je pense, dans tous les yeux des personnes qui ont découvert cette œuvre et du Nord-Pas-de-Calais. Ça m'inspire un peu de tristesse parce que c'est vrai que même je conseillais à des gens, des touristes qui venaient dans le Dunkerquois d'aller voir ça parce que c'est exceptionnel. Le démontage est presque terminé. De loin, le blocos a déjà perdu de sa particularité et ressemble désormais à beaucoup d'autres vestiges présents sur les plages de la région. Voilà, après le nord de la France, direction la Polynésie française, direction Tahiti. Bonjour Pierre Cosso. Bonjour Cyril. Pierre Cosso, vous êtes connu notamment des téléspectateurs pour avoir joué dans le film La Boum et d'y avoir incarné le célèbre petit ami de Sophie Marceau, un rôle qui vous colle toujours d'ailleurs à la peau aujourd'hui. Mais vous êtes aussi un artiste et vous venez de sortir votre dernier morceau avec votre groupe Cosso & Co. Il s'appelle Ainsi va la vie, c'est le nom de cette chanson, extrait de ce clip. Le lundi, je deviens écolo, j'attaque un régime. Bio? Oui, c'est ça, bio. Mais dès le mercredi, je fonce au McDo. J'ai la haine des antennes qui nous défoncent le cerveau. C'est un complot. Mais je deviens hystérique dès qu'il n'y a plus de réseau. Voilà, le ton, le rythme, les couleurs sont évidemment positives. Cela vous correspond à vous-même et à votre groupe, je vous connais un peu. Mais le message de cette chanson est-il davantage dénonciateur? Est-ce que les réseaux sociaux sont en question notamment et pourquoi? En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre le doigt sur toutes les absurdités qu'on vit actuellement, notamment à travers les réseaux sociaux, l'Internet et surtout les smartphones. Moi, je fais partie de la génération qui a connu l'avant réseaux sociaux et je peux vraiment faire une grande différence aujourd'hui. Et ce monde d'avant me manque et c'est peut-être un peu pour ça que j'ai écrit cette chanson. La bonne humeur transpire quand même dans ce clip, on le disait, cette chanson c'est une volonté du groupe dans cette période si particulière et si difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Pierre Cosso. Justement la période elle est particulière, oui. Nous on a de la chance, on est en Polynésie, on a la chance de vivre sous le soleil, entouré du plus grand océan du monde.
On a quand même été pas mal épargné par le Covid, même si nous avons eu des morts. Mais on peut encore continuer à se produire musicalement, il y a encore des spectacles. Donc on avait vraiment envie de communiquer cette joie, parce qu'on est quand même sensible à ce qui se passe dans le reste du monde. Plus que sensible, on est concerné. Donc on avait vraiment envie de sortir, pour le premier titre de l'album, une chanson avec du soleil et de la bonne humeur. Pierre Cosso, quelles sont vos prochaines étapes avec ce groupe? Alors on espère, dans un futur proche, la réouverture du monde, à la musique, à l'amour, au partage. Et on espère vraiment pouvoir faire une tournée en France, en Italie et en Allemagne. Nous sommes 7 dans le groupe, nous sommes sur les starting blocks, voilà. On a beaucoup de choses à raconter, on a des moments de joie à vivre avec le public, comme dans cette chanson « Ainsi va la vie ». Et on espère de tout cœur retrouver la vie d'avant. Un album est prévu pour le mois de juin et on espère vraiment pouvoir venir amener le soleil de la Polynésie en Europe très prochainement. Voilà. Merci Pierre Cosso d'avoir été mon invité. On espère aussi que le soleil de Tahiti pourra très vite arriver chez nous en Europe. Au revoir et à bientôt Pierre. Merci Cyril de m'avoir invité. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde et vos chaînes locales et régionales de la TNT. À très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous.